Parlons Cheval, le podcast de l'Institut français du cheval et de l'équitation. Bonjour, je suis Laurent Vigneault de l'Institut français du cheval et de l'équitation. Aujourd'hui, je reçois Marie Delerue. Bonjour Marie. Bonjour Laurent. Alors Marie, tu es vétérinaire et ingénieure de recherche et développement à l'IFCE. Tu es sur le site du Pin ? Oui, c'est ça, en Normandie. Alors aujourd'hui, Marie, nous allons parler de la gourme. Peux-tu déjà nous définir ce qu'est cette maladie ? Alors la gourme, c'est une maladie bactérienne, donc due à une bactérie. C'est une maladie qui est très contagieuse et qui est assez fréquente en France. 80 foyers sont déclarés tous les ans auprès du RESP. Et en fait, c'est une inflammation de l'appareil respiratoire supérieur, c'est-à-dire les naseaux, la gorge et la trachée du cheval. J'ai dit tout à l'heure que c'était une maladie bactérienne. Le petit nom de la bactérie, c'est Streptococcus equi, subspecies equi. Alors tu as parlé, Marie, de 80 déclarations par an au RESP, mais pour autant, ce n'est pas une maladie réglementée par l'État. C'est ça, ce n'est pas une maladie réglementée par l'État, donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'obligation de la déclarer auprès des services vétérinaires, ce qu'on appelle les DDPP. En revanche, le RESP suit cette maladie et donc on peut, pour aider la filière et connaître la situation sanitaire de la France, la déclarer au RESP. Oui, c'est ce qu'on recommande. Alors, quels sont les signes cliniques de cette maladie ? Alors, il y a plusieurs formes cliniques, mais il y a une forme qui est vraiment la plus courante, la plus fréquente, qui se traduit, donc on a dit que c'était une inflammation de l'appareil respiratoire supérieur. Donc on a d'abord une forte hyperthermie, de la fièvre. Ouais, ça c'est le symptôme vraiment essentiel. En tout cas, c'est celui qui est le plus précoce, qui arrive au début. Ensuite, on a une inflammation de la gorge qui peut se traduire par un cheval qui tousse, notamment quand il mange. Et en début d'évolution, on a un jetage, donc le nez qui coule, et un jetage qui est plutôt transparent. Donc on peut confondre en début d'évolution la gourme avec une maladie virale, par exemple la grippe ou la rhinopneumonie. Et progressivement, ce jetage nasal va s'épaissir, devenir jaune, épais, et donc ça c'est un jetage vraiment purulent, caractéristique d'une maladie, cette fois-ci bactérienne. Et on a les ganglions en fait de la tête, donc ceux qui sont entre les deux mandibules et derrière la joue, qui gonflent, qui sont chauds et indurés, et en fait il y a une collection de pus qui se fait, et ces abcès finalement, qui se forment, vont se percer en à peu près 1 à 4 semaines. Alors, je précise qu'on a mis en lien dans le descriptif du podcast un schéma qui détaille ce que tu viens d'expliquer. Est-ce qu'il y a des formes plus graves ? Oui, ça c'est la forme la plus courante. Donc cette forme, elle n'est pas mortelle dans la plupart des cas. Après, sur des très jeunes animaux ou des chevaux très âgés, on peut avoir des chevaux qui ont du mal à manger et qui vont avoir du mal à reprendre de l'état. Donc ça peut être embêtant, mais rarement mortel. Mais on a des formes plus graves avec des atteintes de la peau, des atteintes cardiaques ou des abcès situés à diverses localisations, notamment internes, qui peuvent poser plus de problèmes. Et là, ils vont avoir plus de mal à s'en remettre. Oui, c'est potentiellement des formes mortelles. Alors ça, c'est les signes cliniques. Comment est-ce qu'elle se transmet, cette maladie ? Donc cette maladie, elle se transmet par voie respiratoire. Donc ce sont le pus qui est issu de ces abcès et puis les sécrétions nasales qui sont les matières virulentes. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est une maladie qui est extrêmement contagieux. C'est surtout une transmission directe de cheval à cheval, mais elle peut être aussi indirecte et on sait notamment que dans les milieux humides et dans l'eau, elle peut résister jusqu'à 4 à 6 semaines. Donc, oui, c'est énorme, ouais. Voilà, attention aux grands abreuvoirs collectifs. Ça peut être vraiment une source de transmission entre équidés. Et ça veut dire aussi que l'homme peut transmettre d'un cheval à un autre cette maladie ? Potentiellement. Elle n'est pas très résistante dans l'environnement, je dirais, autre que l'eau, moins de 3 jours. Mais effectivement, c'est possible que l'homme puisse la passer d'un cheval à l'autre. Et alors, je crois que l'une des difficultés de cette maladie, c'est qu'il y a aussi des porteurs qu'on ne peut pas identifier. Oui, le gros problème, c'est qu'une fois qu'un animal s'est infecté, il a 10% de chance de rester porteur
sain et pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, de la bactérie. Et ces bactéries, en fait, elles vont se mettre dans ces poches gutturales. Donc, on ne le voit pas de l'extérieur. Le cheval semble sain. Mais dans ces poches gutturales, en fait, la bactérie est toujours présente. Donc, soit sous forme de petites billes dures, c'est du pus séché, soit un biofilm, en fait, un petit film qui tapisse les poches gutturales. Et quelle proportion de chevaux peuvent être classés dans ces porteurs sains ? 10%, Ah oui. en gros. Oui, c'est pas négligeable. Donc, si on veut être certain qu'il s'agit bien de la gourme, quel diagnostic doit-on faire ? Alors, le plus souvent, en fait, on va rechercher le génome de la bactérie, soit directement en mettant un écouvillon dans la coque de l'abcès, mais ça, il faut que l'abcès soit percé. Soit on peut faire aussi un écouvillon nasopharyngé, c'est un petit peu ce qu'on fait aussi pour la grippe ou la rhino. C'est ça qu'on appelle une PCR, c'est ça ? Oui, c'est ça. Quand on recherche le génome de la bactérie, c'est la PCR. Et alors ensuite, une fois qu'on a détecté cette présence, qu'est-ce qu'on doit faire ? Finalement, je dirais qu'il faut même pas attendre de savoir que c'est la gourme ou pas. On a un cheval qui a de l'hyperthermie. On a un cheval qui a des ganglions hypertrophiés. Il faut tout de suite l'isoler et attendre d'avoir le résultat. Si c'est pas la gourme, si c'est pas un autre agent contagieux, on peut le remettre avec le troupeau. Mais la règle d'or, c'est d'isoler même avant d'obtenir un diagnostic. Alors on parlait tout à l'heure de la déclaration au RESP, mais y a-t-il une aide financière possible dans ces situations ? Oui, en fait, la gourme fait partie des maladies qui sont recherchées dans le cadre du sous-réseau respiratoire. Donc, quand on a un cheval qui a une hyperthermie et un jetage séreux, dont je vous parlais tout à l'heure en début d'évolution, eh ben, on peut faire une demande d'analyse auprès du RESP et faire une déclaration. Et donc, le RESP ou le laboratoire va faire une recherche à la fois de la gourme, mais aussi de la grippe et de la rhino. Et ça permet d'avoir une prise en charge à 50% des analyses. Donc ça fait une raison de plus, effectivement, de s'adresser au RESP. On va parler maintenant du traitement. Est-ce qu'il existe finalement un traitement pour soigner cette maladie, la gourme ? Oui, donc on a vu que c'était une maladie due à une bactérie. Donc qui dit bactérie dit traitement antibiotique. Mais il y a des études qui ont montré qu'il n'y avait pas d'intérêt clinique à administrer des antibiotiques au cheval. En fait, il guérit pas plus vite. Alors, non seulement il ne guérit pas plus vite, mais en plus, ça réduit la mise en place de son immunité et c'est quand même dommage. Oui, alors c'est vrai que c'est un des éléments importants de cette maladie, c'est qu'il développe même une immunité. Oui, une fois après la première infection, il y a une immunité qui se met en place chez 75% des chevaux pendant plusieurs mois à quelques années. Après, le problème, c'est que c'est assez variable, donc on peut pas vraiment savoir qu'à un instant T, son cheval est immunisé. Peut-être juste les soulager en cas de très forte hyperthermie ? Oui, c'est ça. Si on a un cheval qui est très abattu, qui du coup ne se nourrit plus, et notamment si c'est un jeune ou un vieux cheval, on peut lui administrer des anti-inflammatoires pour faire diminuer la fièvre. Alors maintenant, on va faire un petit peu de biosécurité parce qu'effectivement, on a vu quels étaient les signes cliniques et les modes de transmission. Mais quand on a un cas qui rentre dans l'écurie, là, il faut mettre en œuvre toute une procédure. Alors, qu'est-ce que tu nous conseilles ? Alors, le plus important, je pense, c'est d'isoler l'équidé. On a vu que même avant le diagnostic, si on a une suspicion, il faut tout de suite isoler le premier équidé avant qu'il y ait des transmissions qui se fassent. Et ensuite, quand on sait que c'est la gourme, il faut fermer l'écurie, c'est-à-dire qu'il faut plus sortir de chevaux de l'écurie. Ensuite, en termes de biosécurité, c'est les mesures de biosécurité habituelles. Là, dans le cas précis de la gourme, l'idée, c'est de séparer les chevaux en 3 groupes distincts. On a d'un côté les chevaux dont on sait qu'ils sont malades, soit parce qu'on a fait un test, soit parce qu'ils présentent les signes caractéristiques de la maladie. Ça, c'est ce qu'on va appeler les rouges. Voilà, c'est ça, le lot rouge. Ensuite, on a les chevaux pour lesquels on a un petit doute, soit parce que dans les semaines précédentes, ils ont eu un contact direct ou indirect via le personnel avec ces chevaux rouges. Donc ça, c'est le groupe orange. Et ensuite, on a notre groupe vert. Là, on est sûr, en tout cas à l'instant T, qu'ils sont sains. Donc, ils ne présentent aucun signe clinique et ils n'ont pas été en contact avec des chevaux malades. Et ces chevaux-là, soit on a beaucoup de personnel. Et donc, chaque personne s'occupe d'un lot en particulier. Soit on fait ce qu'on appelle une marche en avant. On s'occupe d'abord des chevaux sains jusqu'aux chevaux les plus malades. Et puis, on se change, on se lave les mains entre les différents lots. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur la biosécurité. Il faudra peut-être faire un podcast sur ce sujet. Donc, un maximum de précautions. Mais ce que tu préconises aussi, c'est de se préparer en amont pour tout ça. Oui, c'est ça. On l'a dit tout à l'heure, c'est une maladie qui est très contagieuse. Donc, si on n'a pas déjà en stock le matériel à usage unique, des gants, par exemple, des surchaussures, si on n'a pas établi un plan d'action
en amont. Je pense que c'est un petit peu tard quand la maladie arrive de s'en sortir tout seul. Donc il faut avoir formé régulièrement son personnel et puis savoir qui, s'il y a cette maladie-là, va faire quoi, qui va s'occuper de tels chevaux. Enfin, avoir une idée de comment on va s'organiser, sinon on est un peu pris de court. Et comme ça va très vite, voilà, il faut être préparé. Alors tu parlais des lots, les rouges, les oranges, les verts, mais comment est-ce qu'on les suit ? On les suit à partir de la température ? Oui, c'est ça. Ce qui est très important, finalement, on n'a pas souvent les moyens de tester tous ces chevaux, mais ce qu'on peut faire, c'est vraiment de suivre leur température, parce que je l'ai dit tout à l'heure, l'hyperthermie, c'est vraiment un signe précoce de la maladie. Donc finalement, l'hyperthermie, elle arrive avant que le cheval ne représente un danger pour les autres, avant qu'il soit contagieux. Donc ça veut dire que si, dans le lot vert, on détecte un cheval avec une hyperthermie, eh bien, on peut tout de suite le mettre dans le lot rouge et il n'aura pas, a priori, si on l'a détecté tôt, contaminer les autres et on pourra garder des chevaux sains dans notre structure. Et combien de fois par jour la température ? Dans l'idéal, il faudrait le faire au moins 2 fois par jour. Après, je pense que si on n'en a pas les moyens humains, notamment, il faudrait au moins le faire 2 fois sur les oranges, parce que là, on a quand même un doute qu'il déclare la maladie, et 1 fois chez les verts. Alors là, on se dit que peut-être la puce température pourrait nous aider dans un cas comme ça, non ? Oui, effectivement, depuis quelques années maintenant, il y a un transpondeur qui fait soit que le suivi de la température, soit identification et température, et qui pourrait nous aider parce que ça serait non pas l'utilisation du thermomètre sur des chevaux au pré, des chevaux d'élevage parfois jeunes, pas encore très manipulés, ça peut être un calvaire, mais avec une puce, ça permettrait de lire la puce avec un lecteur de puce comme on le connaît. Mais c'est fiable ça aujourd'hui ? En fait, pour l'instant, il manque des études. Il n'y a pas d'études en fait qui ont étudié en cas de justement de maladie, d'hyperthermie, comment la puce réagissait. Donc je pense que c'est l'avenir, mais pour l'instant c'est un petit peu tôt pour l'utiliser vraiment. Voilà. Mais effectivement, ça pourrait nous être très utile dans un cas comme ça. Il y a aussi certains GDS, je crois, qui vont donner une assistance dans le cas de foyer. Oui, c'est ça. Les GDS, donc groupements de défense sanitaire, qui sont des structures départementales, peuvent donc, si les éleveurs adhèrent, il faut être adhérent pour avoir ces aides, ils peuvent, depuis cette année, là, en Bretagne, ils proposent une assistance technique, parce que j'ai dit tout à l'heure qu'il fallait être préparé et que sinon on pouvait être pris de court, donc ça peut être une solution aussi de faire appel à son GDS pour aider à mettre en place les mesures de biosécurité. Oui, effectivement. Alors, je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure, Marie. Tu dis que 75% des chevaux vont mettre en place une immunité eux-mêmes. Alors finalement, peut-être que au sein, évidemment, d'une écurie fermée, on pourrait laisser se propager la maladie en se disant « c'est bon, tout le monde va être immunisé ». Effectivement, si on se dit autant qu'ils fassent leur gourme puis qu'ils s'immunisent. Après, j'ai quand même dit aussi que bien que la forme la plus courante, elle n'était pas mortelle, mais il peut quand même y avoir des formes graves. Et puis, si on a un élevage avec des petits poulains, une hyperthermie d'une semaine, c'est embêtant. C'est quand même difficile. Ouais. Donc déjà, c'est un impact économique majeur pour la structure. C'est quand même des chevaux qui peuvent pas être utilisés pendant 3 semaines, voire 1 mois. Donc ça, c'est un impact. Et puis, donc il y a une telle contagiosité qu'on peut en avoir. Enfin, du coup, ça peut durer très longtemps. Donc l'écurie peut être bloquée ou pseudo-bloquée pendant un certain temps. Et puis le gros problème, c'est nos porteurs sains, puisque 10% des chevaux restent porteurs sains dans leur poche gutturale. On en a parlé tout à l'heure. Et finalement, ces chevaux-là, on pense qu'ils vont mieux. Ils vont être vendus, aller dans un nouveau centre équestre, par exemple. Et puis ils vont rencontrer des chevaux un peu naïfs, c'est-à-dire qui ne sont pas immunisés, qui ont peut-être jamais rencontré la bactérie, et rebelote, on va avoir un nouveau foyer, et ainsi de suite. C'est pour ça qu'on a 80 foyers qui sont déclarés au RESP par an. Alors justement, tu évoques la sortie de l'écurie, parce qu'il faut bien en sortir de cette maladie. Quand est-ce qu'on considère qu'on a éradiqué le foyer et qu'on peut à nouveau circuler avec ses chevaux ? Dans l'idéal, au minimum 1 mois après le dernier signe clinique sur le dernier cheval, ce qu'il faudrait faire, sur les chevaux qui sont restés dans les groupes verts ou orange, il faudrait faire une sérologie, c'est-à-dire rechercher la présence d'anticorps vis-à-vis de la bactérie. S'il y a des anticorps, il faudra peut-être faire d'autres examens. Et pour les chevaux, par contre, dont on sait qu'ils ont été atteints, qu'ils ont eu des signes cliniques, cela, il faudra rechercher la présence de la bactérie dans les poches gutturales, donc faire un lavage des poches gutturales. Oui, ça c'est une opération assez complexe et qu'on fait avec son vétérinaire, évidemment. Oui, c'est ça. Alors, dernier volet dont je voudrais qu'on parle, c'est la prévention.
Est-ce qu'il y a des moyens de prévention contre cette maladie ? Ça fait longtemps qu'il y a des vaccins qui sont mis sur le marché, mais ils n'étaient pas très efficaces. Mais depuis 2021, il y a un nouveau vaccin qui est efficace, avec un protocole un petit peu identique à la grippe ou à la rhino. Donc l'idée, ça serait de vacciner les effectifs à risque, à savoir plutôt des jeunes animaux et ceux qui se déplacent beaucoup. Ça, pour moi, c'est un peu le Graal. Après, ça ne suffit pas. Il faudra bien sûr prendre les mesures de biosécurité habituelles en plus. Et notamment, ce qui est important, c'est de faire une quarantaine et de dépister les nouveaux arrivants. Contrairement à la grippe ou la rhino, par exemple, où la quarantaine peut suffire, ici, comme on a des porteurs sains, ça suffira pas. Il faut aussi faire un dépistage des nouveaux arrivants. Voilà, on sait que c'est pas si facile à faire et que c'est peu utilisé encore dans la filière équine. Après, il y a des écuries où, notamment, les chevaux vont en concours tous les week-ends. C'est pas possible de faire une quarantaine à chaque fois qu'un cheval revient de concours. Qu'est-ce qu'on fait alors pour les chevaux à fort mouvement comme ça, qui vont en concours tous les dimanches ? Donc, on les vaccine. Et deux, dans l'idéal, on essaye quand même d'avoir une gestion séparée par lot. Ceux qui se déplacent beaucoup et qui risquent de nous ramener plein de maladies, pas que la gourme. Et puis ceux qui sont fragiles, je sais pas, les poulains, les vieux chevaux. Qui sont plus sédentaires au sein de l'élevage, par exemple. C'est ça. Et puis prendre la température de façon régulière, au moins pendant une semaine. Quand un cheval revient de concours, on lui prend sa température 2 fois par jour. Et sur les lieux de rassemblement, j'imagine qu'on a des précautions à prendre aussi ? Oui, dans l'idéal, ne pas échanger son matériel. Quand on arrive dans un box qu'on a loué, c'est bien on a vu que la bactérie était très résistante dans l'eau, donc nettoyer au moins l'abreuvoir s'il y en a un. Ouais, t'as dit 3 à 4 semaines de résistance. Ouais, c'est ça. Donc ça, je pense qu'il faut vraiment faire attention. Et puis on voit parfois des grands abreuvoirs collectifs, ça, il faut le bannir absolument et avoir un seau individuel pour chaque cheval. Alors si on veut retenir l'essentiel de cet échange, Marie, d'abord, il y a un impact économique majeur de cette maladie. Oui, effectivement, Laurent, on a vu que c'était une maladie qui était très contagieuse, donc on peut avoir tout notre effectif contaminé. Et dans certaines structures, on peut avoir au fur et à mesure presque 1 an où on a une circulation de la bactérie. Donc potentiellement, on peut pas sortir de cheval si on fait des choses dans les règles de l'art. Potentiellement, on est un centre équestre, on annule des courses, qu'il y a des chevaux qui sont inutilisables. Enfin, voilà, un impact économique effectivement. Ça va avoir un impact sur la performance des chevaux aussi. Donc, bien sûr, après en termes de bien-être, de toute façon, quand ils sont en hyperthermie ou avec des gros abcès, on peut pas les monter. Alors un autre élément essentiel à retenir, c'est l'hyperthermie. L'hyperthermie est un signe précoce, donc le suivi de la température peut vous sauver et éviter que toute l'écurie soit contaminée. Et il n'y a pas de traitement. C'est pas qu'il n'y a pas de traitement, on pourrait en théorie, utiliser des antibiotiques, mais ça ne va pas beaucoup aider. Et puis, surtout, on parle beaucoup de l'antibiorésistance qui va devenir la première cause de mortalité chez l'homme dans les décennies à venir. Il faut raisonner l'usage d'antibiotiques. Donc, voilà, l'intérêt clinique étant limité, il faut à tout prix éviter son utilisation, sauf si bien sûr on a un cheval qui a des abcès dans son organisme, qui a du mal à respirer. Dans ce cas-là, dans des situations particulières, on peut les utiliser, mais pas sur tout l'effectif surtout. Par contre, on a quelques moyens de prévention. C'est ça. Maintenant, il y a quand même un vaccin. Il est encore peu utilisé en France, mais en Europe, ça commence à se développer. Il y a beaucoup d'études qui sont réalisées et qui montrent qu'il a une bonne efficacité. Donc l'idéal, au moins sur les chevaux à risque, ceux qui bougent beaucoup, les jeunes, il faudrait les vacciner. Avec toujours cette particularité d'un taux non négligeable de porteurs sains. C'est ça. Sans une vaccination de la plupart des chevaux, on va finalement toujours avoir la gourme qui traîne dans les écuries. Et un dernier point peut-être qu'il faudrait mettre en avant, c'est la nécessité de communiquer. Oui, c'est ça. On a souvent honte de dire qu'une maladie contagieuse circule dans notre écurie, en particulier la gourme. Souvent, les gens se sentent moyennement concernés et puis font sortir des chevaux sans prévenir leurs clients, etc. Je pense que c'est vraiment... On a vu qu'il y avait 80 foyers déclarés au RESP chaque année. C'est la partie immergée de l'iceberg. Il y en a sûrement beaucoup plus. Donc ça arrive à tout le monde. Il faut pas en avoir honte. Et je pense que plus on communique tôt, on a une meilleure image vis-à-vis de nos clients, vis-à-vis de nos partenaires. Et puis plus on est aussi libre pour réfléchir à la prise en charge dans la structure. Donc je pense que c'est très important et notamment
On est obligé de toute façon de communiquer vis-à-vis de nos clients, tous les gens qui vont venir dans notre structure, parce qu'il faudra des panneaux pour éviter qu'ils aillent caresser tous les chevaux et qu'ils soient eux-mêmes vecteurs de la maladie. Alors c'est peut-être dans la culture française de ne pas trop communiquer. Il y a des pays qui communiquent plus sur cette maladie ? Eh bien oui, un bon exemple en Angleterre où ils ont créé la journée de la gourme et donc chaque année, donc il y a un site dédié à la gourme et donc chaque année ils se rassemblent pour parler de la gourme et donc il y a des éleveurs qui font des témoignages de ce qu'ils ont vécu. Il y a un site internet justement pour partager des bonnes pratiques, etc. Donc je pense que c'est important d'en parler et il y a quand même beaucoup moins de gourmes aujourd'hui en Angleterre qu'avant, donc ça marche la communication, je pense que c'est utile. En parlant de témoignages, vous pouvez retrouver en lien dans le descriptif du podcast un témoignage d'une éleveuse en France qui a eu un épisode de gourme et donc un peu quelle problématique elle a dû gérer, quel a été l'impact économique, etc. Ça peut être intéressant pour avoir un exemple concret. Merci Marie. Merci Laurent. Si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, rendez-vous dans la description du podcast où vous trouverez des liens utiles sur notre site equipedia.ifce.fr. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur notre groupe Facebook Equipedia Science et Innovation Équine pour plus de contenu. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous, partagez, commentez et n'hésitez pas à laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify. À très vite pour un nouvel épisode.